merci beaucoup, Longueur, dans cette belle chanson privatisée. Voilà, c'est cette chanson qui va nous amener en plein dans notre débat. Je pense que vous m'avez suivi attentivement dans mon introduction et j'espère déjà recevoir des réactions de la part du panel qui est autour de moi. Je vais commencer à gauche, je me retourne du côté de mon frère Pouloulou. Voilà, Mbouta Pouloulou. Vous avez reçu le testo, le terme que nous allons aborder ce soir, et vous avez un peu suivi ma petite introduction. Alors, j'aimerais à ce que vous puissiez réagir. Lançons déjà le débat en route. Voilà, je vous donne la parole. Merci. Merci vraiment beaucoup, Papa Dampé, de me passer la parole. C'est un sujet très capital, je dirais même pour l'avenir, vraiment, du monde même et surtout de Katiopa. Car la question justement que tu nous poses aujourd'hui, c'est de savoir si quelle est la place justement de l'Afrique, la place de Katiopa par rapport à cette globalisation, cette mondialisation occidentale. Donc, tu l'as dit ainsi. Et c'est vrai que c'est un sujet dans la communauté africaine même, dans la communauté des enfants de Katiopa, on a tendance à regarder, mais pas vraiment avec attention. Et même quand on en parle, mais on n'en parle pas vraiment avec une prise de conscience de façon à prendre au sérieux, je dirais, cette menace ou cette situation qui se présente à nous, qui semble être inévitable. Et même les hommes des médias africains, lorsqu'ils parlent, ils évoquent la mondialisation comme de quelque chose d'inévitable et que nous sommes déjà dans la mondialisation, nous sommes déjà dans la globalisation. Et Katiopa aujourd'hui, je pense que souffre beaucoup de cet état de choses parce que je dirais vraiment avec amertume justement qu'aujourd'hui, je pense que le Katiopa est presque, ou ce n'est pas totalement, mais presque déjà globalisé ou mondialisé. Sur ces, je vais partir sur des exemples concrets. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Afrique qui n'est pas remontée loin dans l'histoire, lorsqu'on parle de Katiopa, ben, on a toujours tendance à parler de Katiopa francophone ou de Katiopa anglophone. C'est comme si que, voilà, notre identité à nous propres n'existe plus. Nous nous identifions par rapport à la langue française ou par rapport à la langue anglo-saxonne. Et à savoir que ces langues, justement, sur lesquelles nous nous identifions, et c'est ces mêmes peuples, cette même opinion qui est en train de vouloir s'imposer partout dans le monde, imposer leurs pensées, imposer leur manière de voir les choses, imposer leur manière de vivre sur l'étendue de la planète tout entière. Et Katiopa semble ne pas prendre conscience de ces dangers et vit du jour le jour comme si de rien n'était et semble ne pas comprendre. Et si je dois partir sur des exemples concrets, en fait, je disais que effectivement l'Afrique aujourd'hui se définit, hein, se reconnaît sous la bannière soit anglophone ou francophone. Et aujourd'hui, cette mondialisation, je pense, hein, est déjà en marche. Est déjà en marche. Il n'y a qu'à regarder tous les pays africains. Le constat est bien visible. Mais en fait, la mondialisation, telle que connue aujourd'hui, cette globalisation, elle agit sur trois axes. Moi, je les englobe à trois axes. Peut-être d'autres personnes verront plus ou moins. Mais du moins, par rapport à la connaissance que moi j'ai, je pense que la mondialisation, c'est agir en fait sur trois axes. Les trois axes, je pense que sur les brefs introductions que tu as pu faire, Papa Dampé, tu as pu en parler, en évoquant les constats de ces économistes et des politiciens, patati patata. En fait, la mondialisation en soi, c'est vraiment une très très bonne chose que de vouloir faire de la planète entière, du monde entier, un ensemble. Ça veut dire faire tomber tout ce qui est barrière économique, faire tomber tout ce qui est barrière linguistique pour vivre comme dans un seul endroit. Et cela a été justement l'habitude qu'avaient nos ancêtres, justement, de vivre dans un village. Et lorsqu'on vit dans un village, il y a des règles qui régissent le village. Et
pour ce qui est de la mondialisation, justement, qui est en train de se répandre partout dans le monde, elle agit sur 3 axes, je disais. Et ces 3 axes, le premier axe, c'est que cette mondialisation, voulant globaliser la planète tout entière, utilise ce que nous appelons sa puissance financière. Sa puissance financière a simplement pour rôle de dominer et de contrôler tout ce qui est la finance de tous les pays. Et le constat justement sur Kachepa est à voir, il y a une grande partie de l'Afrique qui utilise le franc CFA, qui est une monnaie imprimée, contrôlée par un des pays sur lesquels justement les Africains, les bananes de Kachepa s'identifient, ça veut dire la France. C'est déjà une arnaque terrible. Et il n'y a qu'à regarder dans le monde, nous verrons justement ces pays qui sont réputés avoir la monnaie la plus puissante, cette monnaie justement que toute la planète entière utilise pour commercer. Bien évidemment, cela ne sont que des conventions, mais ces conventions-là semblent être inévitables. Et aujourd'hui, l'Afrique n'est pas du reste. L'Afrique est totalement en plein dedans et on n'a pas encore apparemment pris conscience. Ça, c'était le premier acte sur lequel justement la mondialisation, selon moi, agit. Et le deuxième point, c'est que cette mondialisation agit sur ce qu'on appelle la puissance militaire. C'est-à-dire que toutes les armées du monde doivent la ressembler, doivent défendre les mêmes intérêts que elles. Et lorsqu'on jette un œil sur l'Afrique, nous verrons que nos armées à nous sont formées par les mêmes personnes, armées, équipées par les mêmes, et les méthodes que nous utilisons, c'est les mêmes méthodes. Il y a que, pour ne pas aller loin, si nous regardons ce qui se passe actuellement en Centrafrique, ben, le modèle parfait justement de la globalisation qui est en marche, c'est qu'il y a une armée qui vient de l'Occident, qui descend et qui entraîne les Africains dans la guerre. Qui entraîne les Africains dans la guerre et les Africains semblent ne pas être capables de dire non ou de s'opposer à cet état de choses. On trouve ça tout à fait normal que nous devons effectivement faire ces devoirs-là parce que nos pays sont menacés. Et cette menace-là, semble-t-il, est totalement artificielle parce que créée par les mêmes personnes qui veulent créer des guerres partout. Et sur ce point-là, justement, l'Afrique est malheureusement dedans. Et ce qui veut dire que sur le point de la domination militaire, l'Afrique est au jour d'aujourd'hui dominée parce qu'il n'y a aucune armée en Afrique qui est dépendant de ce pouvoir militaire de la mondialisation qui assujettit tout, qui arme tout le monde. Tout le monde a les mêmes missiles, tout le monde aura les mêmes armes, tout le monde aura les mêmes tenues, tout le monde aura les mêmes façons de combattre. Et les fournisseurs des armes, nous les connaissons, c'est toujours les mêmes aussi qui veulent effectivement imposer cet aspect des choses. Et sur son troisième axe, en fait, cette mondialisation va s'imposer sur ce que nous appelons son pouvoir politique. Dans son pouvoir politique, il veut tout simplement établir sur toute l'étendue de la Terre ce modèle politique. Ce qui, en d'autres termes, veut dire contrôler nos ressources. Quand on regarde justement encore sur l'Afrique, on se rend compte de manière flagrante que tous les pays africains, déjà par le nom de leur président, vous verrez que tous les présidents africains portent le nom occidental. Parce que ils s'identifient d'abord par rapport à ça. Et dans notre manière de faire la politique, eh bien, il y a le copier-coller de ce qui se passe en Occident. Vous verrez nos politiciens dire que voilà, en France, il s'est passé ceci ou cela. Aux États-Unis, il s'est passé ceci ou cela. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons faire comme cela pour être en conformité. Au jour d'aujourd'hui, au Congo, par exemple, en Afrique, nous avons les systèmes bancaires, les banques qui sont là avec les cartes bancaires, tout ça. Moi, je me pose la question, si une vieille maman qui est dans le fin fond de Katanga, à qui on va venir l'imposer d'utiliser le système bancaire et d'avoir une carte bancaire, je ne sais pas si cette maman-là en aura vraiment besoin. Mais aujourd'hui, certains disent que c'est le progrès. Oui, on peut voir ça ainsi, mais ces progrès-là, justement, nous arrivent et là-dedans est cachée justement cette volonté de vouloir mondialiser, globaliser, capturer par tout entière et par ricocher le monde entier. Ce qui, en d'autres termes aussi, veut dire, on le voit dans nos hommes politiques qui s'identifient totalement à la politique occidentale. C'est-à-dire, comment est-ce qu'est construite la politique occidentale? Tout est basé sur la démocratie. Et cette démocratie qui, à mon sens, n'existe pas. Et tous les Africains,
font la course à la démocratie. Ah, nous, notre pays est démocratique. Ah, voilà, nous avons fait des avancées en termes démocratiques. Et pourtant, si nous allons vraiment loin pour comprendre d'où vient même cette démocratie, on comprendra peut-être que ça, c'est un autre sujet. Mais on remarque que ces politiciens sont dans le mimétisme le plus total par rapport à ce qui se passe en Occident. On a la majorité présidentielle comme ça se passe partout en Occident. Nous aussi, on a la majorité présidentielle. On a l'opposition, et nous aussi, on a l'opposition, les sociétés civiles, tous ces organismes, toutes ces institutions aujourd'hui qui régissent nos pays, même nos constitutions, pour ne parler que de la RDC. La constitution de la RDC, c'est une constitution qui a été régie, qui a été écrite par les Belges, par les étudiants belges. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de défendre même cette constitution. Comme si que nous étions capables, peut-être ça, on le traitera par rapport à la deuxième partie. Mais on le voit que dans nos politiciens, c'est du mimétisme le plus total et qu'il n'y a rien d'original à nous parce que si nous ne faisons rien et que nous continuons à agir et à se comporter ainsi, eh ben, nous sommes déjà globalisés d'office avant même que la force véritable de la mondialisation puisse venir. La Cachopa est déjà mondialisée par son modèle financier, par son modèle politique, par son modèle de l'armée, parce que c'est ces trois axes-là, justement, qui reposent la force qui veut s'installer partout dans le monde et qui veut faire de la planète tout entière un village. Voilà pour ma première partie, Papa Dompey. Je m'arrêterai là pour donner la parole aussi aux autres. Merci. Merci beaucoup, Mbouta Soleil Pouloulou. En tout cas, j'ai retenu quelques éléments, mais en tout cas, je dirais que c'est même ça la mondialisation, n'est-ce pas? L'uniformisme de tout, hein, copier-coller, hein, qu'on puisse avoir un système fluide qu'on peut percer, pénétrer et contrôler. Mais je pense que la grande peur serait de savoir à qui réellement profiterait le système, hein, parce que je ne pense pas que ce n'est pas le conformisme, ce n'est pas l'uniformisme qui est en soi mauvais, mais c'est à qui ça profite, hein, peut-être, je ne sais pas, peut-être je ne suis pas toujours correct, je crois bien, et peut-être que d'autres personnes peuvent me contredire. Passons rapidement d'ailleurs à notre deuxième intervenant. Alors là, il s'agit de Fumuntoto Basanga. Bonsoir Fumuntoto, vous m'avez entendu, vous avez entendu mon frère Soleil Pouloulou, vous êtes aussi en plein, n'est-ce pas, dans ce moule, parce que nous tous nous subissons la mondialisation, donc vous n'êtes pas un élément extérieur, vous êtes vraiment à l'intérieur. Je pense que vous avez beaucoup à dire. Je vous passe la parole. Merci. Alors Fumuntoto, ouvrez votre micro, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je n'ai pas suivi la dernière partie de l'intervention de mon frère Soleil parce que pendant ce temps-là, je répondais à certains appels. Alors, mais j'ai quand même suivi votre problématique, votre exposé, l'exposé d'un professeur. J'ai suivi tout ça. Bon. Je comprends que nous avons un problème par rapport à la problématique que vous venez de poser. Franchement, le problème reste entier. C'est-à-dire que nous, on reste des petits-enfants. Mais restons un peu dans les termes. La globalisation. Il y a d'abord 4 termes autour de ça. Il y a la mondialisation, l'internationalisation, la globalisation et l'universalisation. Et bien, ce thème-là sont prononcés comme des concepts surveillant toutes les émergences des pays qui ne sont pas sous-développés par accident. Voyez-vous, on a dit ceci est universel. La définition universelle de la sociologie. Mais quand vous regardez, on dit bon, Émile Durkheim est le père de la sociologie.
Et la sociologie s'est entendue comme étude des faits sociaux. Mais chez moi, il y avait la parenté. Il y avait les mariages. Il y avait les empires. Il y avait des villages. Comment dire aujourd'hui que chez nous, on est qualifié les faits sociaux, organiser les amitiés, organiser les divisions sociales, organiser les comptes de chez nous, organiser les palabres, organiser, et que tout cela, il n'y a que Émile Durkheim, sociologue français, qui était le premier à élaborer la sociologie. En ce moment-là, nous disons que si la sociologie a existé, elle peut tout être sauf avoir été dans sa dimension universelle. Qu'est-ce qui est universel? C'est quelque chose qu'on peut établir les résultats, les prémices, les étapes, la finalité, de la même manière, même sans avoir été dans les mêmes conditions d'études. Par exemple, manger, c'est universel. Parce que partout les hommes ont existé, ils ont pris quelque chose pour mettre sous la dent, en fait de répondre soit à un goût, soit à une maladie, soit parce que selon la troisième voie, l'homme mange selon sa faim, selon son goût et selon sa santé. Ouais, si les Français disent manger, nous disons coulia. Et les Batatels peuvent dire ndé, et les Bakongo peuvent dire koudia. Je ne sais pas, chacun de nous a rencontré la faim et les repas. C'est universel. Mais prendre la définition d'un penseur, dit que c'est une définition universelle. Ce que Socrate a dit, c'est universel. Alors que Socrate, Palandier, Karl Marx et Émile Durkheim n'étaient que les savants, les philosophes, les penseurs d'une condition sociale d'un millier et d'un temps. Mais pour imposer leurs pensées, on a universalisé ça. C'était le premier concept. La mondialisation, mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ce qui sort de tout le monde. Ça veut dire ce qui sort d'une personne et qui prétend être la même chose à tout le monde. Et ton père a bien expliqué la globalisation. Je ne reviens plus sur ça. Mais même globaliser là, ça ne veut pas non plus dire ce qui est commun à tout le monde. Ça veut dire les technologies d'information, les technologies d'économie, tout ce qu'il a évoqué là, ça signifie toujours qu'il y a un individu qui produit, qui arrête la méthode de communication, les stratégies d'implication et convainc tout le monde. L'internationalisation. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ce qui est accepté par tout le monde, fait ou voulu par tout le monde. Ça veut dire ce qu'un individu dans une nation, un peuple dans un groupe, une communauté dans les communautés impose sa manière de faire les choses. Je vais encore ajouter, en dehors de ces 4 considérations, quand on dit que Allah, il n'y a pas de Dieu que Dieu, Allah est son nom, Mohammed est son prophète. Mais c'est déjà la globalisation. Et on diabolise tout ce qui précède. Quand on présente Jésus comme le seul sauveur, qu'en dehors de lui il n'y a pas la vérité, et qu'en dehors de la Bible il n'y a pas de vérité. Mais c'est la globalisation. Mais est-ce que ça a été trouvé de manière séparée? Donc ça a été élaboré, ça a été démontré vrai de manière séparée, ou bien c'est un peuple, c'est un groupe qui a imposé finalement ça. Voici l'appréhension que j'ai de la globalisation comme ce soir. Mais au moins, il y a des faits universels. Il y a des faits communs à tout le monde. Mais seulement que toute science a ce sens qui vient, surtout des gens qui contrôlent le monde, est plus idéologique qu'elle n'est réelle. D'où lorsque vous épousez les concepts
que vous n'avez pas élaborés, des concepts que vous n'avez pas redéfinis, des concepts que vous n'avez pas inventés, il n'y a pas de pire prison que la prison conceptuelle. Parce que vous ne pouvez jamais arriver à l'invention si vous ne maîtrisez pas la sociologie. Vous ne pouvez jamais arriver à l'invention si vous ne maîtrisez pas l'anthropologie. Vous ne pouvez jamais arriver à l'invention si vous ne maîtrisez pas la linguistique, je vais dire ici votre propre langue. Je ne vois pas. Alors, maintenant quand vous dites globalisation, quand vous dites mondialisation, quand vous dites universalisation, dans votre langue, ces mots-là éveillent quelle notion? Parce que chaque mot a 4 fonctions dans la communication. Il y a l'étymologie, il y a l'essence, il y a la fonction et il y a le résultat. Quand moi je dis globalisation, mondialisation, quelle est l'image qui passe dans mon esprit? S'il n'y a pas d'image, ça veut dire que je ne comprends rien. Vous ne voyez pas qu'avant, la colonisation nous avait dit quoi? Nous sommes venus vous civiliser. On conçoit un modèle de vie, on vous le présente comme idéal, alors que ce modèle qui vous est présenté est idéologique. Vous épousez ce modèle-là, idéologie, ça veut dire on vous cache la tête et vous donnez les jambes. Et lorsque vous ramassez les jambes, vous êtes décédé. Tout est bon entre États. Mais chaque État doit avoir sa conception. Nous parlons de 3 choses. La redéfinition des concepts. Parce que nous parlons de la révolution culturelle. L'invention des concepts et la maintenance des concepts. Si nous pouvons ouvrir ces fonds-là, nous saurons où va le monde et qui les conduit. Mais si nous ne pourrons jamais oser, parce que constipés par les pensées des autres peuples, constipés par les actions des autres peuples, constipés par les organisations des autres peuples, ils ont des adages. Hein? On ne vante pas la roue qui tourne. Tout a été dit. Vous n'êtes pas les premiers à dire ça. Ce que vous dites là, vous avez trouvé dans tel livre. Ça veut dire qu'on nous a conditionnés pour la mort. De prime abord, je peux vous dire, mes chers compatriotes, que la roue a été inventée, mais le monde n'avait pas que besoin de la roue. La roue a été inventée, mais le jour où on l'avait inventée, la roue n'était pas dans la perfection comme elle est aujourd'hui. Donc nous devons oser sur le plan spirituel. Je vous donne un exemple. J'étais au Parlement aujourd'hui. J'ai vu certains adeptes de mondialisme qui voulaient à tout prix connaître ma position sur le Congo tout qui m'avait adressé. Alors quelqu'un d'entre eux, les journalistes alliés à Boulouda, on m'a dit, mais M. Fumutot, mon être mystique, quand il s'en prend à toi, tu dois vraiment te préparer, tout ça. On a dit, c'est préparé par rapport à quoi, mais ce n'est un mystique qui peut t'anéantir. J'ai dit, mais non. Moi, je n'ai jamais craint Dieu. Comment je peux craindre un homme? Lui, il croit un Dieu. Alors moi, je ne crois pas ce Dieu-là et je ne le crains pas. Oh, toi, tu ne crains pas Dieu? Je dis, je ne l'ai jamais craint et je n'ai même pas besoin de le craindre. Ils m'ont posé la question, Dieu créateur ou Dieu des idoles? Je dis, tous les dieux-là, je n'ai aucune crainte envers eux. Ils ne représentent aucune valeur devant moi. Moi, je ne crains que l'ignorance, la peur et la pauvreté. Parce que si je suis ignorant, si je peux et je suis pauvre, je peux altérer mon existence. Mais quand tu me présentes un Dieu, tu me dis, fais ceci, sinon Dieu va te punir. Tu vas obtenir ma soumission, mais tu ne l'auras jamais. Parce que si vous mettez devant moi, dans moi, un Dieu qui doit réfléchir à ma place, qui doit chercher du pain pour mes enfants, qui doit se battre pour avoir la bonne santé à ma place, vous m'avez déjà supprimé. Mais moi, je ne peux jamais accepter que je sois supprimé ni par Émile Durkheim, ni par Socrate, ni par Balandier, ni par
Message du Graal, ni Ernest Abouché, ni par Mohamed, ni par rien. Je pense que chacun de nous a apporté une part de vérité. Moi aussi, je suis en train de tenter de présenter une part de vérité dans la collaboration, d'accord. Mais la soumission aveugle et absolue, ce n'est pas important. Donc, les Africains aujourd'hui, que nous sommes, les Noirs aujourd'hui que nous sommes, les Congolais finalement, nous devons avoir des comportements. Ne pas tout refuser, non plus ne pas tout prendre, mais savoir d'abord réaliser 3 consciences. Connaître notre destinée spirituelle, connaître notre génie propre et connaître le système politique approprié à chaque peuple. Cela va nous permettre de recourir au passé et de ne pas négliger l'apport étranger en fait de préparer une bonne génération future. Merci, je vous remets la parole. Merci beaucoup, Fumuntoto Basanga. Quelle brillance. Voilà. C'est pas du baratin, hein. En tout cas, je l'ai dit. Voilà, nous allons rapidement passer à notre frère Loubajois, tout en rappelant aux amis auditeurs qui nous suivent que, en tout cas, la ligne est ouverte, hein, elle est ouverte, mais donnons quand même la chance à nos intervenants qui sont là de pouvoir, n'est-ce pas, s'époumoner, de pouvoir, n'est-ce pas, être satisfaits, étanchés de la soif de donner ceux qui sont venus, n'est-ce pas, présenter ce soir. Voilà, Mbouta Loubajois, bonsoir à vous. Vous nous avez bien suivis, vous avez suivi tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, n'est-ce pas? Je vous donne la parole. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet, papa. Non, paye. Il n'y a pas beaucoup à dire. Ici, aux États-Unis, ces sujets-là se débattent au niveau de ce qu'on appelle le bachelor. Chez nous, on appelle ça le niveau de licence. Et on ne présente pas ces sujets-là comme mondialisation, on ne présente pas comme ça. Ici, les sujets-là se présentent comme, c'est-à-dire si tu ne connais pas la culture d'ici, et si tu n'as pas impliqué la mondialisation dans ce débat-là que tu vas écrire pour présenter au professeur, eh bien, tu seras au sujet. Donc, ici, on présente ces sujets-là comme on présente 3 entités mondiales. On présente la Chine, on présente l'Europe et on présente l'Afrique. Et la question se pose de cette façon. Quelle sera la Chine dans 50 ans? Quelle sera l'Europe? Et l'Europe, souvent, il présente ça sous forme du monde technologique. Donc, ils ont des termes là qu'on utilise ici pour présenter l'Afrique, la Chine et l'Europe. Et l'Afrique, on pose la question de savoir quelle sera l'Afrique dans 50 ans. Et c'est dans cette dissertation que vous trouvez le mot, ce que vous appelez mondialisation. Ce qui fait du coup, le terme mondialisation en Afrique, et en particulier l'Afrique australe, excluded, l'Afrique du Sud, n'existait pas. Eh bien, comme il n'existait pas, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas beaucoup à dire. Du coup, le débat est sur quelle deviendra la Chine dans 50 ans, quel deviendra le monde des technologies, c'est-à-dire l'Occident, including la Russie et consorts. Qu'est-ce qu'ils seront dans 50 ans? Et c'est à partir de là, si on rentrait au pays si on a maintenant un pays normal, et on rentrait pour aller debout, vous savez bien le français plus que moi. Debout, aidez-moi. Ça y est. Déboussolé. Comment est-ce qu'on dit? Déboussolé. Bon, ça va. Ce qui est trash, ce qui est saleté.
et enfin d'installer la nouvelle idéologie qui va permettre en sorte que l'Afrique commence à parler aussi où est-ce qu'elle sera dans 50 ans. Et à l'intérieur de ça, il y a le terme mondialisation. Parce que mondialisation, c'est un sous-point de l'avenir de 50 ans d'après ce qui est présenté ici. Parce que moi aussi, quand j'étais au niveau de bachelor, j'avais débattu, j'ai ça encore ici. D'ailleurs, je le mettrai au profit de mon pays. Je garde très jalousement toutes mes histoires d'études ici. C'est-à-dire, en gros, c'est ça. Maintenant, s'il faut que j'entre dans le développement, l'Afrique ne représente même pas un pourcentage d'entreprises productrices. C'est-à-dire, par exemple, au Congo, le Congo représente le réserve de l'eau pendant des années et des années dans le monde entier. On parle de l'eau propre ici, de l'eau potable. Ou bien la forêt, ou pratiquement la savane, ou conséquence de ça, c'est l'agriculture. Maintenant, si le Congo a des entreprises à caractère agricole, c'est-à-dire il y a le Congo avec la production agricole, avec des entreprises qui est en train de se développer, commencer de la houe ou de la machette, arriver à la fabrication, par exemple, de quelque chose autre qui n'est pas la houe et la machette, en fabrication d'une autre chose qui n'est pas ce qui a remplacé la houe et la machette, à ce moment-là, la quantité de la production qui était de la houe et de la machette, et la production et la quantité de, la quantité de la production de la machinerie qui était après la houe et la machette, et la quantité de la production de ce qui a rendu le troisième, mettons un troisième élément, à ce moment-là, ces éléments-là présentent la mondialisation. C'est-à-dire les gens qui sont impliqués de la production agricole dans le monde technologique, le monde de l'Europe et la Chine, maintenant sera en combat avec ces gens qui sont en train de faire cette agriculture. Là, j'ai entendu quelques mots maintenant qui étaient cités d'ici là dans le développement, c'est-à-dire ce sont des mots qui devraient être dans le développement, et ces mots-là sont vraiment très, très, très intéressants à utiliser dans le développement. C'est-à-dire, à ce moment-là, nous sommes au troisième ou bien quatrième point du développement de ex-produits. Par exemple, comme j'ai donné de l'eau, vous savez, par exemple, je crois que Papa Nopé a beaucoup de connaissances sur l'histoire, là. Il y a une terre qui se trouve vers Israël, ou bien nous avons, il y a un dossier qui est sorti dernièrement, ici nous avons tous suivi, où pratiquement il y a eu rencontre à, c'est où encore, le pays Tchad. Tchad, il y a manque de l'eau, et les entreprises occidentales, et entre guillemets françaises, ont besoin de l'eau. Pour conséquence, je crois que c'est Papa Nopé qui m'avait même envoyé ça. Ils se sont impliqués pour qu'ils prennent de l'eau qui se trouve à l'est du Congo, afin d'aller nourrir là-bas. Pour conséquence, bon, comme il y a guerre, comme il y a les Tutsis qu'on a donné les armes, et les Tutsis dirigent le Congo, et encore une fois, je salue mon ami Fumutoto pour la sécurité là-bas au pays. Parce que je lui ai vu une fois au débat avec un Tutsi qui était là, alors qu'il y a d'autres Congolais qui disaient que les Tutsis sont intelligents, les Tutsis se connaissent, se rencontrent, les Tutsis savent bien parler, mais ce jour-là, j'ai vu
un Tutsi qui est même un petit enfant de 7 ans ici aux États-Unis ne peut pas raisonner comme lui. Donc, on a vu tout simplement un peuple qu'on a installé dans notre pays pour détruire au lieu de reconstruire encore ce que nous sommes en train de parler là. Encore une fois, félicitations, M. Fumutoto, pour cette discussion. Vous n'étiez qu'un d'eux qui osait introduire dans cette discussion la situation technologique et académique et qui peut changer les choses. Mais entre autres, nous avions le vieux Massamba et l'autre Tutsi qui était comme, je m'excuse le terme ici, des petits spectateurs qui sont venus détruire et comme ça. Donc, en 2 mots, je crois que je ne crois pas que ce sujet-là est trop grand pour nous. C'est vraiment un petit sujet qui, pratiquement, nous avons la clé pour que, si il faut que nous entrions dans le monde de conflits technologiques, en d'autres termes, c'est ça, et nous avons cette liberté. Il faut que nous ayons le pouvoir, afin que ce que les autres ont dit, nous contrôlions comment est-ce que nous pouvons créer, comment est-ce que nous pouvons gérer la technologie qui va venir. Le langage, par exemple, je donne un exemple précis. Vous savez, par exemple, dans les débats où on était, moi j'étais le plus ridiculisé parce que j'étais le seul noir qui était dans cette option à ce moment-là. Et il y avait les Asiatiques qui étaient représentés comme la Chine, et il y avait les Occidentaux, et moi je représentais l'Afrique. Eh bien, tout ce que moi je pouvais présenter, c'est que c'est cette technologie forte que l'Afrique n'arrive pas à commencer, à s'auto-commencer. Pourquoi? Parce que cette forte technologie est en train de détruire avec l'armement la psychologie de ceux-là qui veulent construire. C'était l'idée principale que je pouvais donner. Sinon, j'allais être encore très, très, très ridiculisé. Heureusement, il y avait quelques personnes qui étaient avec moi dans ma présentation de ce sujet-là, où sera l'Afrique dans 50 ans. Donc, vous trouvez que l'Occident, par exemple, il vous dit que quand quelqu'un entre aujourd'hui aux États-Unis, dès que tu es à l'avion dans un pays quelconque, eh bien, les États-Unis connaissent. Même si vous entrez dans un faux nom, vous avez un faux nom, même si c'est quoi, mais ici, les États-Unis connaissent. Ils connaissent par rapport à quoi? Par rapport à leur technologie de computerized. Computerized, je crois qu'en français, c'est ordinarisé. Je ne sais pas si c'est ça le terme, je ne sais pas. Vous parlez de l'informatique. Ouais. Vous savez, il y a le centre de contrôle que, pratiquement, il y a des Congolais, beaucoup de Congolais, entre autres un de vos serviteurs, nous sommes inclus dans cette histoire où nous pouvons contrôler qui est qui au Congo, qui est qui. Et nous sommes capables de produire, par exemple, des pièces d'identité sans un grand coût à chaque personne et qui ne seraient pas, ces pièces d'identité ne seront pas, le terme c'est quoi? They will not do a fake, you know. Pardon? Qui ne peut pas être falsifié. Voilà. Voilà le terme. Vous comprenez? Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes encore dans un état où, si moi j'ai dit, nos pays, là, ce n'est pas comme ça, demain vous m'envoyez les militaires et ils viennent me tuer. Si je vous dis que non, si nous faisons ça, nous aboutirons à zéro. Pourquoi tu dis ça? Demain, on vous envoie les militaires. C'est là où on trouve maintenant les agents de sécurité, avec les armes qui ont été fabriquées quelque part, pour venir demander qui tu es. Tu es l'enfant de qui? Et nous allons te tuer. Voilà un peu, je vais me limiter là-bas, d'où ça fait en sorte que l'intellect n'arrive pas à entrer au vrai débat au Congo, parce que... Merci beaucoup. Boutalo Bajwa. Donnons la parole à 2 personnes qui n'ont pas encore parlé. Je vais commencer par mon frère Yondo et puis Maman Africa qui vient en tout cas de nous rejoindre.
Fumutoto, on l'a perdu par compte tenu de perturbations, mais en tout cas, on va le repêcher très rapidement. Mon frère Yono, voilà, vous avez pratiquement écouté la pélétomie de tous nos intervenants, chacun, n'est-ce pas, avec sa coloration. Alors, nous voulons un peu écouter votre son de cloche, la mondialisation, hein, et comment est-ce que Kachopa peut-elle survivre cette mondialisation qui lui est imposée? Voilà. Je donne la parole. Merci Mais beaucoup. Notre frère, donc, haussez seulement un peu la voix parce que là, la tonalité est assez faible. Merci. ok, merci. Je disais merci. Merci encore une fois. Merci à tous ceux qui nous suivent et tous ces collègues et frères qui sont avec nous sur le plateau. Avec des très belles informations comme celle de Montoto, de la Bajwa et le Soleil. Alors, je pense qu'ils ont presque dit dans une grande, en fait, dans un taux élevé ou dans un pourcentage élevé, si ça concerne la mondialisation ou la globalisation, parce que moi, je toujours ça comme des termes, comme des antonymes, je dirais. Plutôt, je m'excuse, comme des synonymes, je m'excuse. Alors, je ne pense pas que quand on parle de la mondialisation et on parle de la globalisation, nous sommes des termes différents. Ils sont tous le même terme. Alors, à ce qui concerne en fait ma préoccupation, je crois qu'il n'y a pas vraiment une différence entre. Alors, selon le dictionnaire, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de pouvoir participer vers le début de ce débat ou de cette branche des idées. Alors, juste par les interventions d'autres collègues, je pense que je peux aussi contribuer, donner ma pensée, une pensée qui sera vraiment concise par rapport au terme ou au sujet du débat du jour. Le terme de... Oui, allez-y. Voilà. Merci. Le terme de mondialisation ou globalisation, c'est un dictionnaire, on dit que ça désigne le processus d'intégration des marchés et des rapprochements des hommes qui résultent notamment de la libéralisation des échanges des biens, des main-d'œuvre, du commerce, de l'expansion de la concurrence et des retombées des technologies, de l'information et de la communication à l'échelle planétaire. Là, c'est la réflexion que j'ai ici à propos de la mondialisation. Mais si je me souviens de ma leçon de la 5e année des humanités, parce que j'ai toujours cette leçon de mondialisation sur la tête quand nos professeurs nous enseignent, d'une manière vraiment brève, je comprends la mondialisation comme un effet, le fait de rendre international quelque chose qui est local. Donc, ce que nous avons à nous entre nous, alors nous voulons rendre ça international de sorte que tout le monde ait une pensée ou une information à propos. Donc, c'est ça purement le mot mondialisation. Alors, moi je pense que comme toute chose, comme tout humain, nous avons nos biens, nous avons aussi nos défauts en termes de caractère. Alors la mondialisation aussi a ses avantages et ses désavantages. Alors, et quand nous parlons de la mondialisation, si nous nous focusons à parler sur ces désavantages, cela veut dire que nous ne reconnaissons pas vraiment l'avantage que cette mondialisation nous a apporté. D'abord parce que on doit d'abord reconnaître l'avantage avant d'aller aux désavantages. Si je peux donner l'un des exemples de l'avantage de la mondialisation, à présent, comme nous sommes en train de parler entre nous, moi je pense que c'est grâce à la mondialisation que nous avions tous ces moyens, Internet et moyens de communication, de sorte qu'un site puisse avoir accès aux mêmes
informations et au même savoir, au même contenu numérique que les pays du Nord. La même connaissance et l'information devient accessible à tous. Donc, la mondialisation a beaucoup d'avantages. Je peux en donner encore d'autres. C'est grâce à la mondialisation que nous avions des technologies entre les pays diminuées. Les sociétés multinationales délocalisent leurs activités vers les pays pauvres et transmettent des technologies. Donc, nous avions quelques avantages concernant la mondialisation. Il y a aussi, ça favorise le rapprochement entre les peuples et la culture. Si je peux chercher aujourd'hui à connaître ou apprendre de ceux qui sont à l'étranger, comment est-ce qu'ils vivent leur vie quotidienne, c'est grâce à la mondialisation que je peux en fait avoir cet accès-là. Et aussi, ils peuvent aussi me connaître. Ce sera toujours grâce à la mondialisation. Alors, sinon, en termes de S'il vous plaît, Fumuntoto, nous vous demandons de muter votre micro parce qu'il y a de retours terribles qui vraiment paralysent l'audition de cette émission de la part de nos auditeurs. En tout cas, merci beaucoup si vous pouvez muter votre micro. Ce n'est pas chez moi. Moi, j'ai déjà muté le micro. Ok, je pense que mon frère Yondo, si vous pouvez vous rapprocher de votre micro et élever un peu la voix parce que on vous perçoit assez difficilement. Voilà, je vous remets la parole. Rapidement, condensez vos idées pour que nous puissions avancer. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Moi, je vous écoute, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là, il y a un problème de connexion, je sais pas. Je voulais seulement dire que, d'une manière brève, parce que j'ai aussi reçu le sujet en retard, je n'ai pas eu le temps de faire des recherches ou de développer des pensées sur cela. Et puis, c'est que les collègues ont déjà dit sur le plateau. Moi, je pense que la mondialisation comme globalisation, c'est juste le fait de rendre mondial un effet qui est local. C'est en termes, c'est ça en fait, la définition de base sur ce mot mondialisation. Alors, comme tout homme, comme je disais, nous avions des défauts, nous avions aussi nos côtés bons, je peux dire, en termes de caractère. Alors, la mondialisation a ses avantages, a ses inconvénients. Comme avantage, je disais, le fait que nous soyons en contact avec vous ici, en train de parler sur Internet, c'est grâce à la mondialisation que nous avons reçu tous ces avantages. Le fait que nous puissions avoir des développements, parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui se développent d'une manière vraiment incroyable et qui n'ont pas en fait cru auparavant. Comme je dirais, le pays là où je vis, l'Afrique du Sud. On ne voit pas simplement, et même le Sud-Africain, le vrai, en fait, le Sud-Africain noir, on voit les pays en entier. Et la façon dont le pays est en train de marcher, nous voyons que ce n'est pas simplement les Sud-Africains eux-mêmes qui sont en train de marcher dans leur pays, qui sont en train de contribuer pour le développement de leur pays. C'est aussi les étrangers qui sont des Sud-Africains, des Anglais sud-africains qui vivent avec eux. Ce sont ces gens qui se sont mis ensemble dans leurs différentes cultures pour l'unité, de sorte qu'ils puissent ensemble bâtir le pays. Et moi, je crois que c'est la mondialisation, c'est grâce à la mondialisation. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un rassemblement de cultures, de sorte que les gens puissent ensemble se développer et se connaître les uns aux autres. Alors, je voulais dire que nous n'avons pas simplement besoin de parler sur les points positifs de la mondialisation. Il y a aussi des points négatifs, comme aujourd'hui. Rapidement, dans une minute, des points négatifs. Merci. Je dirais, par exemple, aujourd'hui, si nous avions des crises économiques et autres, c'est grâce à la mondialisation, en fait, que toutes ces choses arrivent. Donc, aujourd'hui, si vous voyez qu'un État cherche à dominer sur l'autre, par exemple, aujourd'hui, si je peux parler de mon pays, le Congo, vous verrez que le pays est en train de subir des moments de difficulté.
on dirait que non, nous soyons déjà indépendants, mais nous sommes toujours contrôlés et contrôlés par ceux qui nous ont apporté cette mondialisation et qui veulent que nous puissions dépendre ou vivre de la façon dont ils nous conduisent. Et ce qui n'est pas vraiment en fait bon sur le plan aussi économique d'un pays. Alors, je peux simplifier mes pensées, je dirais que nous n'avons pas besoin de refuser la mondialisation parce que elle a des avantages aujourd'hui, comme je disais, si je peux entrer en contact avec vous, c'est grâce à cela. Et elle a aussi des avantages. Alors, nous Voilà, chercher maintenant à merci. Merci, on vous a compris. On vous a compris qu'on avance. C'est-à-dire, vous dites que la mondialisation a ses points positifs, ses points forts et ses points faibles. Peut-être prochainement, quand nous allons revenir, nous allons vous poser la question de nous démontrer ou bien de mettre sur la pesée, de quel côté ça penche plus. Est-ce que c'est le côté positif qui est bon ou bien c'est le côté négatif? Voilà, avançons. Nous allons donner la parole à Mama Africa qui vient de nous rejoindre. Mama Africa, on dit toujours la dernière personne, c'est la personne la plus bénie parce que elle a eu la chance de pouvoir écouter tout le monde, de rassembler en tout cas les idées de tout le monde et de faire une synthèse pour avancer les débats. Mama Africa, bonsoir. Ça fait longtemps, en tout cas, qu'on a entendu votre belle voix sur notre W Radio sur Kachopa. Ça nous honore toujours de vous avoir parce que vous venez souvent avec une pertinence vraiment caractéristique qui permet de nous recadrer quand nous nous égarons un peu. Mama Africa, la mondialisation et Kachopa. Et comment pouvons-nous sortir? Et surtout, j'aimerais en tout cas mettre cet accent, la mondialisation occidentale, parce que on voit pratiquement, c'est une mondialisation qui n'est pas de tout le monde, mais une mondialisation qui est quand même pilotée de quelque part. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, donc Evita Kanga. Bonsoir à tous nos auditeurs sur RBK ce soir et bonsoir à tous ceux qui sont ici présents avec nous en conférence. Personnellement, le terme ou la définition même de la mondialisation, ne collerait pas du tout, n'est-ce pas, avec sa mise en pratique en ce qui concerne Kachopa. D'où je préférais personnellement que nous parlions plutôt de l'occidentalisation. Je m'explique. Nous comptons pas forcément ou particulièrement au mot. À mon sens, cette dite entre guillemets mondialisation que moi je nomme occidentalisation est vraiment un couteau qui n'a pas de tranchant. Très bizarrement. J'aurais encore préféré que ce soit un couteau à double tranchant, car cela supposerait que ça pourrait très bien se retourner contre ceux qui l'ont aiguisé ou en tout cas fabriqué. Mais là, il n'y a pas de tranchant. C'est un couteau lisse, donc qui crée encore plus de dégâts, seulement des dégâts dans le silence. Au jour d'aujourd'hui, comment pouvons-nous parler d'une telle mondialisation, sachant que le principe voudrait qu'il y ait des échanges équitables, n'est-ce pas, entre tous les pays, entre tous les continents. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous et moi ici, cela n'est un secret, mais pour personne, nous voyons à quelle vitesse, à quelle double vitesse d'ailleurs, car j'écris vitesse au pluriel, à quelle double vitesse cette mondialisation-là fonctionne. Donc, est-ce que nous voulons rester dans une mondialisation qui vient nous berner avec des principes comme quoi il y aurait des échanges en technologie, de communication et j'en passe, parce qu'on ne peut pas parler que de technologie et d'échanges en communication sans parler des lois. Et les lois, selon les pays, donc vous voyez, ça va encore très très loin, d'où ça devient politique. Maintenant, je reviens à ce que je disais, comment pouvons-nous parler d'équitabilité dans cette mondialisation lorsque nous, Africains, ceux de Kachopa, sommes encore dans ce rapport-là de force qui est dominé-dominant. Celui qui donne et celui qui exige. Attention, pas celui qui donne parce que cela lui est demandé, mais celui qui donne à celui qui l'exige. Donc, pour moi, c'est déjà que des inconvénients. Personnellement, je suis tout à fait... je m'érige en faux dans ce sens, avec beaucoup de compassion et de complaisance, lorsque j'entends Well dire que c'est grâce à la mondialisation que nous serions là en train de communiquer, sachant que nous sommes chacun dans un coin très 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 lointain, géographiquement situé, j'entends. Personnellement, je dirais que non. Nous sommes là
suite à une technologie qui a été mise en pratique par une telle zone géographique, par une personne de cette zone géographique-là, et nous sommes en train d'alimenter quand même économiquement, n'est-ce pas, non seulement cette personne-là, sa zone géographique, dont j'entends les multinationales, notamment des médias, parce que voilà, Skype par Internet fait partie, heureusement ou malheureusement, bref, mais heureusement pour ces gens-là, des médias. Alors, ça n'a rien à voir avec la mondialisation. On pourrait nous dire que dans certains pays d'Afrique, il est certains, dans le continent africain ou Katiopa, il est certains pays qui sont au jour d'aujourd'hui en train d'émerger sous prétexte qu'il y aurait une forte concurrence avec la triade, mais personnellement, je m'érige encore en faux. Comment voulez-vous dire que le continent Katiopa est un continent du tiers-monde? Déjà, partant de là, il n'y a pas d'équitabilité. Je ne suis pas économiste, mais c'est juste question de bon sens. J'essaye, en tout cas. Alors, du fait que nous soyons taxés tiers-monde, fausse déjà les données dès le départ. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, pour prendre un exemple plus terre à terre encore, on ne peut pas prendre un Carl Lewis avec moi, Mama Africa, en disant, voilà, vous allez faire une compétition, courir le 100 mètres. Mais les données sont faussées. Carl Lewis a déjà de l'expérience, de l'avance, n'est-ce pas, sous certaines conditions, quand même, pour qu'il puisse arriver à ce qu'il est déjà. Donc, pour moi, il y a pas d'équitabilité. Les données sont très, très faussées. On nous donne l'exemple du Ghana. Mais attendez, nous connaissons tous l'histoire du Ghana. Et le Ghana serait en avance par rapport à quoi et par rapport à qui? Qui c'est celui-là qui s'érige en maître pour pouvoir dire que le Ghana, en comparaison référentiellement, avec quel autre coin, avec quel autre pays, par rapport aux règles de qui, surtout, pour que nous puissions aujourd'hui taxer le Ghana, le Nigeria, ou encore l'Afrique du Sud, tiens, parlons-en un peu, ou encore l'Afrique du Sud. Personnellement, c'est de l'occidentalisation. Et c'est un grand danger pour Katiopa. Quant à dire que Katiopa serait aujourd'hui dans une telle situation dramatique, déplorable en ce qui concerne la politique, principalement, serait dû à la mondialisation, je m'érige encore en faux, car cela remonte depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc ce n'est pas une histoire qui vient d'être inventée, ce n'est pas une roue qu'on découvre, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs siècles déjà. Alors, le danger pour nous serait de nous laisser berner par cette nouvelle idéologie qui serait de cette occidentalisation que tout le monde nomme gratuitement mondialisation, car nous sommes exclus des grandes décisions prises. Lorsque tous les protagonistes seront assis pour prendre les grandes décisions, jusqu'à preuve du contraire, nous serons encore exclus. En quoi est-ce que cela sera une mondialisation? Lorsque la triade s'assera à table, autour d'une table, pour parler chiffres en termes d'expansion, à quel moment est-ce qu'on fait appel à nous autres, puisque nous parlons de mondialisation? Donc, posons-nous les vraies questions ici. Quel intérêt avons-nous, Katiopa, d'accepter ce nouveau concept-là? À mon sens, c'est encore une formule magique. Encore de la poudre à perlimpinpin pour venir nous endormir. Nous avons vu plusieurs fois combien le Brésil, qui n'est pas dans Katiopa, s'est érigé, mais alors ardemment, contre cette mondialisation-là. Ça ne fera que diviser encore les populations. Cela ne fera que encore creuser des écarts parmi plusieurs classe sociale. Déjà, on constate par des études faites par ceux qui sont justement de l'Occident, encore une fois, car il faut comprendre, nous avons des vérités et des contre-vérités qui ne viennent que d'un côté. Car nous autres, nous ne sommes pas, notre avis n'intéresse pas, sinon peu. Bien. Alors, nous avons vu comment au Brésil, ce nouveau vent qui est venu de la mondialisation, avec la mondialisation, a creusé encore plus les écarts, à tel point qu'au jour d'aujourd'hui, le Brésil ne contient même plus de classe moyenne, ce qui est très très dramatique. Très dramatique. Si le Brésil, avec tous les efforts fournis, avec tout ce que le Brésil arrive à faire en termes de pourcentage pour l'expansion de son PIB, est quand même classé comme pays ne contenant plus qu'au jour d'aujourd'hui 2 classes sociales, à savoir pauvres mais ras des pâquerettes ou riches à ne plus en pouvoir comme Crésus. Qu'en sera-t-il alors de nous,
Katiopa? Posons-nous cette question-là. La mondialisation va servir qui? Qui exactement? Parce que avant même que les choses soient vraiment mises en place, en termes de texte de loi, j'entends, par rapport à cette mondialisation-là, regardons déjà notre condition à Katiopa. Alors, une fois que ceci sera déjà mis en évidence, donc l'applicabilité, la faisabilité des textes, qu'adviendra-t-il donc de nous? Là sont les vraies questions que nous devons nous poser. Nous avons déjà beaucoup de mal à nous en sortir. Et c'est pas faute d'essayer quelquefois, bien entendu. Mais par rapport à tous ces régents, donc les gouvernants, qui sont de connivence avec ceux que moi j'appelle de la triade, hein, voilà, c'est pas un secret non plus, c'est leur propre terme que j'utilise. Attendez, qu'est-ce qu'il adviendra donc de mon peuple, de mes enfants de Katiopa? Je pense, personnellement, avec beaucoup d'humilité et assez de recul, que nous aurons tout intérêt à nous mettre vraiment à repli afin de pouvoir réfléchir encore profondément à plutôt comment éviter, empêcher, protester, mais ardemment avec niaque, à ce que cette chose-là, ce vent-là, ne vienne pas souffler sur Katiopa. Car là sera même l'extermination totale de l'économie, de tout ce qui est environnement. Alors la technologie, n'en parlons même pas, là je n'y touche même pas. Donc de tout ce qui est politique, encore pire. Faisons très très attention. Qu'est-ce qui nous dit que la mondialisation n'est pas plutôt ce nouveau concept qui fera joli pour venir nous endetter de plus? Question. Qu'est-ce qui nous dit que cela ne viendra pas nous endetter par biais des armes? C'est plutôt l'armement, hein, qu'on se comprenne, qu'on ne se mente pas. C'est plus dans l'armement. Nous voyons au jour d'aujourd'hui à quel point les régents, donc de Katiopa, sont courtisés, quelquefois obligés, mais ma foi, puisque je ne suis pas dans le secret des dieux, aux régents Katiopais, de pouvoir venir acheter des armes, l'armement en Occident. Alors, imaginons maintenant, lorsqu'il en sera des textes, de la faisabilité des textes par rapport à la mondialisation, mais où est-ce que nous nous tiendrons? Où est-ce que nous nous tiendrons? Cela ne porte qu'à notre désavantage total, mais alors total. Sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons énormément du mal à émerger économiquement. Mais ce n'est pas en ce temps-là que nous y arriverons. Personnellement, je ne pense pas. Mais ceci n'est que mon avis, bien entendu. Merci beaucoup, Dompei, et je reviendrai au besoin s'il le fallait. Merci beaucoup, c'est à moi vraiment de vous remercier pour cette brillance parce que j'ai beaucoup retenu, j'ai en tout cas épinglé les points clés. Vous avez parlé de la logique de l'exclusion du faible dans l'appareil décisionnel parce que oui, on parle de la mondialisation, oui, on parle de tout le monde fait partie d'un globe, d'un grand village, mais quand on décide, curieusement, les faibles ne sont pas là. Ou bien s'ils sont là, mais c'est purement de parure, c'est purement de façade, on ne considère même pas leur point de vue. Il y a aussi la dictature de concepts quelque part hein, que j'ai retenu. Cette mondialisation vient comme vraiment un broyau compresseur avec une dictature de concepts. Qu'est-ce qui est mondialiste, qu'est-ce qui est universaliste, qu'est-ce qui est acceptable, même du point de vue de la thématique, je dirais aussi même du point de vue de la moralité même, hein, parce que quand on parle du droit international, la moralité de ce soi-disant droit international, n'est-ce pas, est imposée par cette machine, entre guillemets, communauté internationale, c'est qui, on ne sait pas, c'est pratiquement quel autre terme qu'on utilise encore, le décideur de ce monde, c'est qui, on ne sait pas, c'est vraiment tellement un tohu-bouhu, c'est farfelu, on ne sait pas clairement ce quoi, mais c'est quelque chose qui se présente comme vraiment une belle parure devant nos yeux pour dire qu'écoutez, mais c'est la mondialisation, et on sera bien, on va... Il y a aussi quelque chose vraiment qui m'a touché, c'est-à-dire que chaque fois que je me retrouve devant une situation, on m'a toujours conseillé quelque part de poser la question de savoir à qui la situation profitera-t-elle? La mondialisation. Est-elle profitable pour l'Afrique, pour Katiopa, ou bien pour ceux qui pilotent ce broyau compresseur? Aujourd'hui, nous voyons la carte géopolitique de Katiopa qui se redessine.
pas conformément à la volonté des fils de Kachopa. Si c'était conformément à la volonté des fils de Kachopa, on aurait tenu notre discours. Mais ça se dessine conformément à la volonté de prédateurs économiques sur Kachopa. Au nom de qui? Mais au nom de la mondialisation. On nous a parlé de guerre juste. Laissez-moi rire quand même. Hein? Les guerres justes, si réellement cette idéologie de la mondialisation bienfaitrice devait venir avec une éthique basée sur la justice, je me poserais la question de savoir, la guerre de M23 est-elle une guerre juste, ou bien c'est la guerre qui se passe actuellement en RCA qui est une guerre juste? Finalement, de quelle guerre, de quelle justice dans la guerre? Est-ce que la guerre elle-même peut être juste? Je ne sais pas. Voilà autant de Pandore que vous venez vraiment de faire éclater qui m'intéresse. Et je veux dire aussi une chose avant de passer la parole. Je pense que nous devons faire très attention de dire que les problèmes de la mondialisation ne nous concernent pas. Je pense que c'est un plan, quand nous analysons un peu, ce sont des projets, ce sont des concepts, ce sont des termes qui sont lancés dans notre direction. Comment est-ce qu'on peut dire que ça ne nous concerne pas? Quand on nous mondialise, écoutez, cette mondialisation est à sens unique. On est citoyen du monde quand ça plaît à l'Occident. Mais quand un Africain veut venir en Occident, non, on n'est plus citoyen du monde. Écoutez, là, il y a les vidas, là, il y a un problème de migration, là, on devient dangereux, là, on devient un élément indésirable. Mais quand on doit parler de la globalisation, écoutez, c'est ami, c'est frère, ou bien c'est Rome, on doit tous s'embrasser. Mais je pense que c'est vraiment en sens unique. Et comme Maman Afrique, en tout cas, je soutiens sa thèse que nous devons faire très très attention. Que nous ne puissions pas tomber dans le piège. On a chanté la préhistorica. Avec quel résultat? Ça a accouché d'une souris. Le vent de l'Est. On a chanté la démocratie à l'occidental. Avec quelle solution? Alors, c'est une grande montagne qui accouche encore d'une souris. Je vais rapidement donner la parole à Maman Néné, mais avant cela, il y a une motion. Comme la motion prédomine toujours l'intervention, remettons quand même la parole à Maman Africa qui peut faire une motion. Si c'est des procédures ou bien je ne sais pas, on lui donne la parole, Maman Néné ou bien Tonton Néné. Toujours le Skype, on ne sait pas exactement qui est au bout du fil. Soyez un peu patient. Maman Africa, votre motion. Merci. Merci.